Ok, alors donc bonjour à tous. Moi pour ce REM, je vais vous parler de CUDA, je vais vous présenter ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi ça existe, c'est-à-dire dans quel domaine on s'en sert aujourd'hui. Du coup, CUDA, c'est une techno qui est développée par Nvidia depuis 2007, et ça fait un petit moment que ça existe déjà, et qui permet de développer des applications qui peuvent s'exécuter sur votre GPU, donc sur votre carte graphique. En fait, c'est un modèle de programmation qui est disponible pour plusieurs langages, le C, le C++, le Python et même le Fortran si vous avez envie. Et du coup, puisque CUDA permet d'exécuter des applications sur votre GPU, je vais d'abord faire un petit rappel de ce que c'est que votre GPU en termes de hardware, on va dire. Ça va être assez high level quand même, mais c'est histoire que vous compreniez vraiment ce que permet CUDA grâce au hardware. Du coup, un GPU, c'est juste un composant qui contient de la mémoire, des processeurs et pas mal d'autres choses, mais qui sont moins importantes pour ce rump. Et pour bien comprendre CUDA, c'est important d'avoir une vision globale de deux choses en particulier. D'abord, on a la partie exécution avec les streaming multiprocesseurs, qui sont eux-mêmes composés de streaming processeurs, les multiprocesseurs en continu et processeurs en continu en français. Et d'autre part, on a de la mémoire. Alors d'abord, la partie processeur, c'est à peu près similaire à ce que vous avez avec votre CPU classique, hein, c'est-à-dire il y a une unité de contrôle, des registres, une horloge. Donc dans l'ensemble, on pourrait vraiment simplifier ça comme étant des CPU qui sont moins puissants, bien évidemment, et qui sont présents en plus grand nombre dans votre carte graphique. Évidemment, ce nombre il varie selon le prix de votre carte graphique, donc plus vous avez une carte qui est chère, plus vous avez de puissance. De l'autre côté, on retrouve la mémoire. J'en parlerai un peu à la fin parce que c'est vraiment un sujet qui est très vaste, qui est très compliqué, mais je vais quand même glisser un mot dessus histoire que vous puissiez avoir les grandes lignes. Et si vous voulez aller vous renseigner et avoir plus de détails, je vous donnerai quelques liens. Du coup, on va commencer par un peu de nomenclature parce que c'est un peu spécifique la nomenclature dans CUDA. On distingue deux choses, donc le CPU et le GPU, et on parle respectivement du host et du device. Et du coup, ça va être utilisé notamment dans le code et dans pas mal de fonctions proposées par CUDA. D'abord, quand on lance une fonction sur votre CPU, en termes de GPU, on appelle ça un kernel en fait. Ça, encore une fois, c'est de la nomenclature, voilà, il n'y a pas grand chose de. C'est pas obligatoire, mais c'est plus dans la nomenclature de comment est-ce qu'on organise son code, son application sur CUDA. Et du coup, votre device, votre GPU, il va exécuter plusieurs threads en parallèle, et dans chacun de ces threads, on va exécuter le fameux kernel. Pour donner un petit exemple, on va parler un peu de l'organisation du kernel, et on va commencer très simple avec afficher tous les éléments d'un tableau. Je pense que tout le monde est capable de se visualiser cet exemple-là. Si on a un tableau qui fait par exemple 128 en taille, qui est rempli de nombres un peu random comme c'est le cas ici, comment est-ce qu'on pourrait l'afficher d'une part avec votre CPU et ensuite grâce à CUDA sur votre GPU. Bon, sur votre CPU, je pense que vous savez tous comment on fait, une petite boucle for et puis ça part, c'est terminé, franchement c'était pas si compliqué. Et sur votre GPU, comment est-ce qu'on pourrait faire pour tirer profit du très grand nombre de cœurs et du parallélisme proposé par le hardware grâce à CUDA. Bah en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un kernel, par exemple print case ici, qui va du coup s'exécuter 128 fois sur 128 threads différents, mais ceux en parallèle. Du coup, on va associer un thread à une case du tableau et on va lui dire bon bah voilà, tu m'affiches dans le kernel le print case, tu vas faire un printf de tab de 0, tu vois, tab de 1, etc., jusqu'à 128. Mais du coup, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce que chaque thread connaît la case qu'il va afficher? Bah en fait, CUDA permet d'organiser tous ces threads dans des blocs, dans ce qu'on appelle des blocs, et tous ces blocs peuvent être organisés de la même manière dans une grille en fait. Et la grille, c'est la plus haute instance que vous pouvez trouver dans CUDA, et ça vous permet d'organiser véritablement l'exécution dans votre application sur votre GPU. Donc c'est vraiment très poussé. Pourquoi? Ici vous voyez genre plein d'identifiants, des trucs comme ça, on va y revenir. D'abord, je vais switcher sur un deuxième exemple très rapide, histoire que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on a des identifiants ici. Si jamais on veut travailler sur une image par exemple, une image qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une matrice donc en deux dimensions, et en plus on peut rajouter une troisième dimension avec la couleur, hein. Et du coup si on veut représenter cette image sur votre GPU, bah vous avez besoin de 3 dimensions. Et c'est ce que vous voyez ici, les ID, les dim, etc. En fait c'est les dimensions dans lesquelles vous pouvez développer vos threads d'une part, et ensuite vos blocs. Donc on peut vraiment organiser l'exécution de manière très poussée dans CUDA, et avoir en l'occurrence ici des index qu'on peut calculer, c'est-à-dire que chaque thread de manière globale dans la grille va recevoir un index, et c'est cet index qui va permettre de mapper votre thread à, si on revient sur l'exemple de tout à l'heure,
une case du tableau. Du coup, maintenant qu'on a chaque case qui est attribuée à une exécution en parallèle, si on exécute chacun des threads en parallèle, on peut afficher les 128 cases, on a gagné, c'est génial. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe véritablement pour l'exécution ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux choses qui sont contenues de processeurs, on va dire, de types de processeurs. C'est pas vraiment ça, en fait, dans votre device, vous avez les streaming multiprocesseurs et les streaming processors. Dans votre device, vous avez un certain nombre de streaming multiprocesseurs qui contiennent un nombre très élevé, en général, de streaming processors. C'est ce qu'on appelle plus généralement les cœurs CUDA. C'est ça, en fait, que vous pouvez voir sur les specs de votre carte graphique si vous en avez une. Un streaming processor, c'est un cœur CUDA. Et pour vous donner un exemple, sur une Nvidia Titan RTX, vous avez 4608 cœurs CUDA pour 72 streaming multiprocesseurs. Donc on peut faire pas mal de choses en parallèle et on comprend pourquoi c'est utilisé dans certains domaines, notamment l'IA, le jeu vidéo, parce que voilà, quand on peut exécuter tellement de trucs en parallèle, bah c'est sûr que c'est plus utile que faire des petits calculs à la chaîne. Du coup, comment est-ce que ça se passe pour l'exécution ? Les streaming multiprocesseurs, ils vont lancer les fameux blocs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contiennent un certain nombre de threads. On va voir tout ça tout à l'heure quand je vais vous montrer un exemple en pratique. Et chacun des streaming processors va exécuter un seul thread qui est contenu dans le bloc dont je viens de vous parler. Ça c'était pour l'exécution. Après je vais pas rentrer dans les détails, du coup je vais passer directement sur la mémoire et on va passer ensuite à l'exemple. La mémoire, on en distingue trois types, la globale, partagée et locale. Partagée, c'est un peu spécifique, il y a des détails vraiment très techniques sur ce type de mémoire-là en particulier. La mémoire globale, on peut y avoir accès et on peut l'utiliser via le host et le device, donc via le CPU et le GPU. Elle est plutôt lente et réservée aux opérations d'input-output. La mémoire partagée, c'est la même chose, sauf qu'elle est un peu plus rapide et pas pour les opérations d'input-output. Là, encore une fois, je vous ai dit, les différences sont vraiment très très spécifiques et c'est très compliqué, mais moi j'ai pas compris, je vous avoue. Mais surtout, celle qui est très importante dans CUDA, c'est la mémoire locale. La mémoire locale, elle est disponible pour votre device et uniquement pour votre device. Vous ne pouvez pas y avoir accès depuis votre CPU, vous ne pouvez pas exécuter du code qui est stocké sur votre mémoire locale, sinon ça va cracher. Par contre, elle est très rapide et du coup c'est un avantage parce que vous pouvez l'utiliser avec certains cœurs CUDA, etc. Enfin, il y a vraiment toute une organisation autour de la mémoire qui est très 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 importante et qui vous permet d'optimiser un max votre application, parce qu'évidemment l'important c'est pas de faire des petites applications comme je vous ai montré tout à l'heure avec afficher un tableau, mais l'idée c'est d'avoir des trucs un peu plus balèzes comme on le voit aujourd'hui sur des ray tracers ou dans l'IA. Voilà, ça n'a rien à voir quand on exécute un modèle ou qu'on entraîne un modèle sur votre GPU plutôt que sur votre CPU. Du coup, je vais vous montrer un exemple avec d'une part un programme qui tourne sur le CPU de manière tout à fait standard et ensuite sur votre GPU dans différentes configurations. C'est un truc qui est relativement simple, mais c'est déjà un bon moyen je trouve de se représenter visuellement et on va faire un peu de profiling après. Ça va nous permettre de comprendre vraiment en quoi votre GPU il permet d'accélérer une app en fait. Si on prend l'exemple ici, le nom est assez explicite je pense, on va additionner deux tableaux qui font une taille assez importante chacun, on a 10 millions de cases. Je pense que vous comprenez tout ce qu'il y a à l'écran, je veux dire on les remplit ici avec une valeur 4 pour le premier et la valeur 2 pour le deuxième, on va essayer de les additionner. Je sais que sur le CPU il y a une meilleure manière de faire, c'est-à-dire qu'on pourrait directement additionner les deux valeurs des tableaux en même temps qu'on les remplit, mais vous comprendrez bien que c'est pour l'exemple ici, et de toute façon, ici le but c'est pas de dire que votre GPU est plus rapide que votre CPU, c'est de vous montrer qu'il y a deux cas d'usage différents, et qu'on peut s'en servir, et qu'on peut surtout optimiser le code GPU, je vais vous montrer ça après. Du coup, à ce niveau-là, je pense que vous avez tous compris, voilà, on peut même le print à la fin si vous voulez, mais 2 plus 4, je pense que vous savez quel résultat ça fait. On va passer directement au code GPU, puis j'exécuterai un peu tout ça à la fin. Pour le code GPU, c'est un peu plus technique. Alors déjà, on retrouve un malloc un peu différent, c'est CUDA malloc manage. En fait, c'est une version de malloc qui permet de rendre la mémoire allouée également disponible pour votre GPU. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous essayez d'accéder à la mémoire
où vous n'avez pas le droit d'accéder, ça va cracher, c'est un peu la merde. Donc du coup, on utilise une fonction fournie par CUDA qui permet de sécuriser tout ça. Ensuite, on va lancer un kernel. Alors là, c'est la typo pour lancer le kernel en fait. Le kernel, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment juste une fonction qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, on peut remarquer que on est en global parce qu'en fait, on va appeler cette fonction depuis le CPU, mais elle va s'exécuter depuis le GPU. Du coup, qu'est-ce qu'on lui envoie? Les deux tableaux et la taille du tableau, et on va parcourir tout le tableau en une seule fois. Alors, avant d'essayer de comprendre ce qui se passe ici, on peut remarquer qu'il y a deux valeurs ici, 1 et 1. En fait, ces deux valeurs sont très importantes, ça permet de lancer l'exécution vraiment de votre kernel et de l'organiser. Ici, le premier 1 correspond au nombre de blocs que vous allez lancer, et ici, ça correspond au nombre de threads dans chaque bloc. Donc vous voyez qu'ici c'est totalement useless, parce qu'on a un thread et un seul bloc, donc on fait la même chose que là en fait, on fait la même chose que sur votre CPU. Donc ici c'est très inutile, mais ça permet de comprendre déjà certaines fonctions, cudamalloc, comment on lance un kernel, et surtout à la fin, on attend la synchronisation de tous les threads lancés pour ensuite passer à la suite du programme. Du coup, je ne vais pas tellement m'intéresser à ça, c'était juste pour vous montrer l'organisation du code CUDA, et on va passer surtout ici à ce qui est plus intéressant, c'est avec un nombre de threads un peu plus élevé. On va en lancer 512 en parallèle sur toujours un seul bloc, et on va définir une nouvelle variable ici. À quoi elle va nous servir en fait? On remarque qu'elle correspond à la taille du tableau divisé par le nombre total de threads. Donc ici 512 fois 1, ça fait 512. On met plus 1 pour éviter le diminutif à l'entier le plus proche. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on va définir un nombre de cases à additionner? Vous l'avez remarqué ici, je lance que 512 threads pour un tableau qui fait 10 millions de tailles. On va pas aller très loin, il va nous rester pas mal de cases à additionner. En fait, ce qu'on va faire, c'est que si on fait ce calcul, 10 millions divisé par 512, hop, on obtient 19 531. En fait, ce qui va se passer, c'est que chaque thread va additionner non pas un seul, mais 19 531 cases. Et on va le faire pour les 512 threads, donc du coup, ça va nous permettre d'avoir une répartition égale de toutes les additions à faire. Même chose ici, on alloue la mémoire, on remplit les deux tableaux, on lance le kernel avec du coup le nombre de threads à faire le nombre d'additions à faire pour chaque thread. Et ici, on va se retrouver dans le kernel. Alors dans le kernel, on va faire un peu plus de choses. On va calculer ce qu'on appelle un index. Là ici, je l'ai appelé CUDA index. C'est l'index global que vous avez vu tout à l'heure avec tous les ID et trucs comme ça. En fait, ici, elle est tirée de cette fonction. Cette fonction, elle permet de calculer l'index global du thread qui est lancé ici dans une grille en 3D avec des blocs et des threads en 3D. Bon, c'est un peu overkill parce que ici je lance qu'en une seule dimension. On pourrait le lancer en 3 dimensions aussi, mais franchement, j'ai pas envie de vous compliquer la vie, déjà que c'est assez high level. Mais en gros, ici, ça nous permet de calculer le fameux identifiant, le fameux index dont on a parlé tout à l'heure. Une fois qu'on a l'index, on va se retrouver du coup avec les 512 threads lancés en même temps qui vont connaître leur index. Donc du coup, le thread numéro 0 va pouvoir avoir cette valeur qui va correspondre à 0, le 1 va avoir cette valeur qui correspond à 1, etc. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, le premier, le thread numéro 0, je veux qu'il fasse les 19 531 premières additions. Le thread numéro 1, je veux qu'il fasse le 19 531 jusqu'à 19 531 x 2, c'est-à-dire 39 062, etc., etc. pour tous les threads. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite calculer la limite, c'est-à-dire à 19 531 plus ce qu'on est actuellement, et on va tourner. Donc du coup, on va avoir chacun des threads qui va faire ces fameuses additions. Une fois qu'on a fait ça, on revient, on attend la synchronisation, même chose, on libère les mémoires, et c'est gagné. Ce qu'on change ici, c'est juste le nombre de blocs, et ici j'ai encore plus de threads, et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça. On va faire un peu de profiling. D'abord, je vais vous montrer l'exécution avec le CPU. Voilà, c'était rapide. Ensuite, on a cette version, donc avec un seul bloc et 512 threads par bloc. Yes, évidemment. Et désolé, c'était pas censé se passer comme ça, voilà. NVProf, c'est un outil d'NVIDIA qui nous permet de profiler vraiment comment est-ce que s'est déroulé l'exécution.
On voit ici que chaque thread a mis 42 millisecondes en moyenne sur la fonction GPU add, donc le kernel GPU add. Du coup, on a cette valeur pour cette configuration, c'est-à-dire un bloc et 512 threads exécutés en même temps. Mais du coup, maintenant, si on veut faire la même chose avec 512 blocs et 512 threads par bloc, on va voir que ça va être un peu plus rapide. Déjà, on a quand même vachement diminué le temps. Donc on est passé de 42 millisecondes à 33 millisecondes. Et puis si on continue avec l'autre version, on va encore aller un peu plus vite. Ouais, un tout petit peu plus vite, ouais. Bon, 33 à 32. Tout à l'heure c'était un peu plus flagrant, je pense que c'est peut-être parce que je recorde aussi avec la CG. Et en gros, c'est ça l'idée, c'est qu'en organisant au mieux l'exécution de tous ces threads, on peut vraiment aller très loin dans la manière dont on va gérer notre application, la vitesse, etc. Là encore, je vous l'ai dit, c'est un exemple qui est relativement simple, mais quand on commence à toucher à des trucs un peu plus puissants, un peu plus mastoc, comme un ray tracer ou de la gestion, de l'exécution dans l'IA, là ça devient très intéressant parce qu'on peut vraiment aller plus vite. Ça se voit notamment en IA, hein. Quand on fait des entraînements avec le GPU, ça va vraiment beaucoup plus vite qu'avec votre processeur classique. Du coup, là encore, on est relativement élevé. J'ai une 1050 Ti, donc il y a 768 cœurs CUDA si je dis pas de bêtises. Tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, une RTX Titan, c'était 4608. J'attends que POC m'en achète une avec grand plaisir. Mais du coup, c'est quand même relativement rapide, et j'espère que grâce au profiling, vous aurez compris que en organisant un peu mieux ces threads, on peut aller beaucoup plus vite et ça peut accélérer nos apps, quelles qu'elles soient, et du moment qu'on les développe bien. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Je sais que c'est des sujets qui sont assez compliqués à prendre en main, à comprendre la première fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.